Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Violette Fonrose, une étudiante en 3e année de licence en sciences de la vie avec une spécialisation en biologie des organismes et des populations, ainsi qu'une amie de longue date. Nous avons eu une agréable conversation entre amis à propos de son stage d'été dans un musée, et plus précisément au Muséum d'Histoire Naturelle de Lille. Bonne vidéo à tous! Du coup, bonjour Violette, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors oui, du coup, je m'appelle Violette, j'ai 20 ans. Au lycée, j'ai fait l'ESP sciences physiques, SVT et maths complémentaires en terminale. Du coup, j'ai fait une licence biologie bilingue, donc en anglais et en français. Du coup, là, je suis en L3 en spécialisation biologie des organismes et des populations. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu es là aujourd'hui pour nous parler du coup du stage que tu as effectué en 2e année, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était un stage, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce stage? Alors oui, du coup, c'était un stage en fait en conservation de collection de sciences naturelles, donc au musée d'histoire naturelle de Lille. Bon, déjà, comment t'es venue cette idée de stage? Est-ce que tu avais déjà une idée préformée dans ta tête de ce que tu voulais faire en stage? Ou est-ce que c'est un peu de manière spontanée, quelque chose que tu as trouvé comme ça? Pour faire simple, je savais pas que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment à la base de la base. C'est-à-dire que c'est un peu en début d'année de L2 où je me suis un peu rendu compte que j'aimais bien tout ce domaine-là, des musées naturels, etc. Et en fait, j'ai fait pas mal de recherches au cours de l'année et puis je me suis dit que ce serait chouette de faire un stage là-dedans. Je savais plus ou moins que j'avais envie de faire un stage dans ce domaine-là. Du coup, j'ai commencé à chercher, à demander à des professeurs s'ils connaissaient des gens. Voilà. D'accord. Donc c'est avec l'aide des professeurs du coup, donc c'est tout à fait possible de demander de l'aide aux professeurs pour trouver son stage et tout ça. Oui, 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 bah moi c'est quelque chose que je conseille vraiment parce que forcément, surtout les professeurs en université, ils ont un réseau et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Donc voilà, moi j'ai eu le contact par un de mes profs à la fac et après j'ai juste contacté cette personne. Enfin, elle m'a pas plus aidé quoi, mais j'ai juste eu le nom et après je cherchais l'adresse mail et j'ai contacté. D'accord. Et est-ce que tu dirais que ce processus, c'est un processus qui était stressant pour toi? Ou que c'était un peu de manière naturelle, ça s'est fait de bout en aiguille? Je dirais pas que c'était spécialement stressant parce que après d'un côté en fait dans ma situation c'était un peu spécial parce que comme je savais que le musée allait fermer, j'ai contacté un peu la personne juste pour avoir des informations sur le métier sans vraiment demander le stage mais un peu quand même. Et du coup en fait j'avais pas en tête que j'allais avoir un stage à la suite de mon entretien. Donc c'était pas tant stressant que ça. Après, je me doute que si jamais j'avais pas eu de réponse ou des trucs comme ça aurait été beaucoup plus stressant, je pense. D'accord. Est-ce que du coup, cette expérience en tant que stagiaire, du coup, t'as valorisé, ça t'a conforté dans ton idée de ce que tu voulais faire plus tard après ta licence? Alors, oui, beaucoup. Parce que, en fait, moi, j'ai vraiment voulu faire un stage professionnalisant. Donc, en fait, vraiment dans le métier du coup de conservateur de collection. J'ai un peu pu aussi faire, enfin, visualiser d'autres métiers aussi, mais surtout ça. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment, en fait, montré ce qu'était le métier, comment on travaillait là-dedans, les différentes tâches et tout. C'est vrai que je me suis rendu compte que c'était vraiment exactement comme je l'imaginais, parce que j'ai fait beaucoup de recherches à côté, mais du coup, ça concrétisait vraiment en fait ce que j'avais en tête et ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc il y a cette idée d'être rassuré après ce stage, c'est ça? Ah oui, oui, vraiment, parce que c'est un peu ce que je dis aux personnes à qui j'en parle, c'est que c'est pas tout en fait d'être content, d'avoir trouvé quelque chose qui nous plaît et tout, mais c'est vrai que quand tu le vis et qu'en plus tu te rends compte que ça va, que tu arrives à le faire et qu'en plus les gens qui font le métier en fait te disent que tu peux carrément faire ce métier-là, que c'est fait pour toi et tout, ça rassure vraiment quoi. Surtout avec le fait que on est quand même, enfin on reçoit beaucoup de pression sur nos études, sur ce qu'on va faire plus tard et tout. Ça permet en fait d'être plus serein en fait face à tout ça quoi. D'accord.
coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les tâches que tu avais à accomplir pendant ton stage? Un peu en quoi ça consistait, et qu'est-ce que tu avais à faire dans une journée par exemple? Du coup, alors la première chose en fait qu'on a établie en fait, c'était des tâches que je pouvais faire en fait de façon très autonome parce que ma maître de stage elle avait aussi des choses à faire et elle pouvait pas être tout le temps sur mon dos donc voilà. Les choses on va dire que j'avais à faire seule et assez souvent c'était faire de l'inventaire de boîtes entomologiques et parfois des arthropodes. Donc en gros c'est regarder les insectes naturalisés, lire sur les étiquettes et en fait les inclure dans une base de données pour pouvoir après revenir dessus et savoir qu'est-ce qu'il y a dans chaque boîte. Ensuite, un peu plus tard, j'ai commencé en fait à faire du dépoussiérage de spécimens. Donc ça c'est quelque chose où j'ai été formée, enfin dont j'ai été formée pour. En fait, c'est prendre des spécimens qui sont très empoussiérés. Et en gros, les nettoyer, les rendre plus éclatants avec des outils, genre des pinceaux, des aspirateurs et tout ça. Et après, la dernière chose où j'étais pas mal autonome, c'était faire du conditionnement et du reconditionnement de coquillages, donc aussi dans des sortes de grosses boîtes en tomo. En fait, nettoyer un peu les coquillages et puis les remettre dans des boîtes plus adaptées à leur taille pour en fait après les ranger, que ce soit plus facile à empiler. Voilà. Est-ce que du coup l'ensemble de ces tâches, ça correspondait donc à un métier en particulier que tu avais envie de faire, ou c'était un peu des tâches qui correspondaient à un peu beaucoup de métiers qui du coup sont possibles dans un musée d'histoire naturelle? Alors en fait, on va dire que ça reste quand même plutôt le métier de conservateur ou attaché de conservation. Bon ça dépend vraiment des musées en fait, la différence est assez minime, ça dépend vraiment de la taille du musée. Du coup, je dirais que c'est quand même réservé au métier de responsable de collection. Après là, comme le musée en fait est en travaux, il y avait pas mal de déménagements à faire, donc je pense que ces tâches étaient principalement à faire en ce moment parce qu'il fallait déménager tout. Après, oui, je dirais que c'est que associé à ce métier-là. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de... T'avais à peu près combien de choses à faire par jour? Comment ça représentait? Combien en termes de volume horaire, par exemple, par journée? Du coup, par journée, je faisais 9h-17h tous les jours sauf le samedi et le dimanche. En sachant que le musée était ouvert toute la semaine sauf le mardi. Donc le mardi, en fait, on faisait plus les choses dans la salle d'exposition. Par exemple, dépoussiérer, faire la même chose qu'avec les spécimens, mais là, ceux qui sont en exposition, nettoyer, faire de l'inventaire dans les salles exposées au public. Donc voilà, après, en gros, en volume horaire. Je sais que si jamais j'avais rien à faire, on va dire, on faisait pas un truc ensemble, je faisais que de l'inventaire ou du reconditionnement. Et est-ce que tu avais du coup beaucoup de choses à faire durant cette semaine? Oui, en fait, je m'ennuyais jamais parce qu'en fait, d'un côté, même si j'avais ces choses-là, je faisais aussi d'autres choses avec ma maître de stage. Donc, comme on se parlait du tri, donc il y avait un tri à faire dans certaines salles pour voir les choses qui peuvent être gardées, être mises en collection, tout ça. Et aussi à côté, en fait, moi j'allais voir d'autres personnes qui travaillaient dans le musée parce qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. J'ai passé pas mal de temps avec un guide qui fait les visites guidées, les ateliers pour les enfants, donc tout ça pour faire un peu de médiation culturelle et j'ai pas mal aidé là-dessus. Après j'ai participé aussi à pas mal d'ateliers qui faisaient pour les enfants avec des intervenants, genre atelier dessin, atelier poterie. Donc en fait même si j'avais fini une tâche parce que je sais pas, j'ai été super vite pour la faire, je pouvais en fait aller faire quelque chose dans tous les cas quoi. D'accord. Du coup, avant de commencer à partir précisément sur ton stage, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout le côté administratif qu'il y a eu avant, du coup, d'avoir ce stage? Oui, alors donc en fait c'est vrai que la partie administrative est quand même compliquée, enfin c'est pas spécialement compliqué mais c'est long parce qu'en fait il faut d'abord générer une convention de stage et en fait avant de pouvoir la générer il faut voir en fait avec le directeur d'études si on peut faire ce stage là, si c'est ok dans le sens où est-ce que on va faire des trucs intéressants pendant le stage, genre pas juste servir le café à la, enfin, là où le maître de stage.
Et donc en fait, quand on génère la convention, il faut soit trouver l'établissement du stage, soit le mettre dedans, et du coup ça peut prendre plus ou moins du temps. Et en fait, après quand ça c'est fait, s'ensuit toute une série de mails avec plein de gens, ou alors aller directement à l'endroit du stage pour récupérer en fait les signatures. Donc il y a la signature du directeur d'études, de la personne, enfin de nous, du coup la personne qui fait le stage, le maître de stage, le doyen et pour finir la personne qui gère la signature pour l'établissement d'accueil. Donc voilà, et ça prend un peu de temps, mais après quand c'est fait, ça va quoi, tout va sur des roulettes. D'accord. Et par rapport à ta relation, du coup, avec... c'était une maître de stage, c'est ça? Est-ce que tu trouves qu'il y avait du coup une barrière ou est-ce que c'était plutôt une très bonne relation que tu as eue avec cette maître de stage? En fait ça s'est super bien passé parce que en fait tout de suite, moi je suis assez quelqu'un qui on va dire a été élevé dans voilà, le vouvoiement, les trucs comme ça, bien carré. Et du coup c'est vrai que quand je suis arrivée et que je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper bonne ambiance quoi, tout le monde s'apprécie beaucoup, tout le monde se tutoie et du coup en fait ça s'est passé hyper bien tout de suite. Elle était super sympa, super entraînante, elle rassurait pour plein de trucs et elle apprenait beaucoup de choses, donc la relation en fait, j'aurais pas pu espérer mieux quoi. Donc c'est trop bien. Donc c'était vraiment quelque chose, parce que je sais du coup que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens, mais c'est donc ça t'a bien rassuré au niveau, t'as eu un bon cadre stage, tu te sentais à l'aise, c'est ça? Ouais. Et en fait j'ai vraiment apprécié, c'est vrai que ça faisait un peu peur parfois d'être laissé en autonomie pour des grosses tâches et tout, mais ça faisait du bien en fait de voir qu'on pouvait me faire confiance et qu'on faisait confiance en mes compétences et mes capacités. Je pense par exemple à un truc qui m'a j'ai vraiment été hyper étonnée qu'on m'ait fait confiance pour ça. Il y avait des bocaux, donc avec des spécimens dans de l'alcool et tout. En fait, il fallait faire un tri de ce qu'il fallait jeter, ce qu'il fallait garder et tout. Et c'était quand même une collection. C'est pas moi, petit stagiaire, qui doit décider de ce qui doit partir ou pas. Et du coup, vu qu'en fait elle était en réunion, je pouvais même pas lui poser de questions pour savoir si c'était ok ou pas. Donc j'ai essayé de faire comme je pensais et tout, et ça s'est bien passé au final. Elle est venue vérifier, parce que j'ai comme demandé par stress qu'elle vienne vérifier, et puis au final on a fait le même tri en fait, donc ça m'a beaucoup rassurée, et puis je me suis vraiment dit que là c'est vraiment sympa en fait qu'on nous fasse confiance. Donc c'est possible, dans le cadre d'un stage, donc d'avoir des tâches à haute responsabilité, c'est ça? Je dirais que oui. Après, bien sûr, elle aurait quand même vérifié si c'était ok ou pas, mais pour moi, ça reste quand même une plutôt haute responsabilité. Même rien que ça, quand j'aidais pour les ateliers avec les enfants et tout, et qu'on me demandait, même moi, de répondre aux questions, de leur expliquer en fait les activités et tout, c'est quand même. Faut quand même faire assez confiance parce que. Je peux pas leur dire n'importe quoi, quoi. Les enfants, en plus, ça entend. Faut pas dire quelque chose de faux dont ils pourraient se souvenir toute leur vie, quoi. Donc il y a aussi cette dimension d'un climat de confiance qui s'est instauré entre toi, la stagiaire, et la maître de stage, du coup. Ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, maintenant de ta partie préférée de ce stage? Qu'est-ce que tu as préféré faire? Alors, c'est compliqué parce que j'ai aimé beaucoup de choses. Mais je dirais que la chose que j'ai vraiment appréciée, surtout, c'était peut-être le dépoussiérage des spécimens, parce que en fait, ce qui était vraiment super chouette, c'était d'avoir des animaux qui sont quand même assez rares. Bon, ils sont morts, hein, mais c'est des choses qu'on verrait pas en fait en sortant dehors, quoi. Je sais pas si j'ai un tatou, bon, à part si je vais loin, mais ici dans le nord de la France, j'ai pas trouvé un tatou comme ça. Et du coup, c'était trop chouette de voir des spécimens rares. Et puis en fait, je sais pas, des fois ça m'est arrivé de dépoussiérer un faisan, et il était tout gris, tout moche. Et après avoir dépoussiéré, il y a toutes les couleurs, toute la brillance qui revient. Du coup, c'est trop beau à voir. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Et c'est quelque chose que tu vas recommander aux autres d'essayer de faire un stage en deuxième année, du coup? Ah oui. Moi, je pense que le mieux, en fait, c'est de faire des stages dès qu'on peut, que ce soit en L1, en deuxième année.
en troisième année. Parce qu'en fait, au-delà de donner une expérience sur le CV, ça permet quand même de se rendre compte assez vite pour voir si un domaine qui nous intéresse, est-ce que ça nous plaît vraiment ou pas. Parce que vaut mieux savoir tôt que de se rendre compte 10 ans après que ça ne nous va pas, ce qui est totalement ok. On peut recommencer autant de fois qu'on veut, c'est pas grave. Mais on va dire que ça met moins de pression encore dans la vie d'avoir une confirmation la confirmation que ça va ou la confirmation que ça va pas. Comme on en avait parlé au début, il y a cette idée vraiment de réconfort dans notre idée de projet. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup, parce que beaucoup de personnes sont intéressées par un stage en musée, est-ce que dans un premier temps tu pourrais nous parler de tous les métiers possibles dans un musée, parce qu'on parle souvent du musée comme une entité à part entière, mais on ne se rend jamais compte au final de tous les métiers qui sont présents à l'intérieur du musée. Donc est-ce que tu pourrais déjà nous parler de tout ce qui est possible de faire dans un musée comme métier? Oui, en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a plutôt étonnée parce que c'est vrai que quand je parlais avec beaucoup de gens qui me disaient ah j'aimerais bien travailler dans les musées, je leur disais mais du coup tu veux faire quoi? Parce qu'il y a une grande diversité, parce que en gros il y a les conservateurs de collection, donc responsables de collection, donc où moi j'ai été. Il y a parfois, pour ça c'est un peu exceptionnel, mais il y a une muséographe. En général, ils travaillent plutôt à leur compte, mais il y en a une ici. Donc elle, en fait, elle s'occupe de la conception des expositions. Il y a les médiateurs culturels, donc ceux qui font les visites guidées et qui font les ateliers pour enfants. Il y a des régisseurs. Il y a des personnes qui travaillent dans le technique, il y a les directeurs, il y a une responsable des, des ça y est, j'ai oublié le mot. Il y a la responsable des conservateurs qui du coup elle gère vraiment l'administratif plus que de rester dans les collections. Donc voilà, en fait c'est à peu près ça en fait on va dire le truc des métiers. Après il y a aussi des personnes qui gèrent en fait les labos des collections vivantes, donc par exemple les insectes, donc il y a un entomologiste, donc voilà, qui est aussi considéré comme médiateur culturel, mais qui s'occupe principalement du labo. Donc en fait il y a tellement de métiers. Après il y a des trucs dont on parle pas, comme taxidermiste, qui parfois des musées ont un taxidermiste attitré, et c'est super chouette, mais encore une fois c'est des métiers difficiles, c'est pas trop accessible. Il y a aussi les restaurateurs, restauratrices qui eux travaillent aussi à leur compte, mais dans certains musées ils peuvent en avoir une ou un. Donc voilà, en gros la diversité des musées, des métiers dans les musées. Donc la diversité, tu dirais qu'elle est très hétérogène. Donc le meilleur moyen de se renseigner, tout simplement de se faire une idée, ça serait de se renseigner, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, se renseigner. Parce que forcément, il y a des choses qui vont plus intéresser que d'autres. Parce que c'est vrai que par exemple, le métier de conservateur, même si on fait des nouvelles choses tout le temps, ça reste des tâches qui sont plutôt les mêmes. Parce que voilà, même si tu fais pas les mêmes inventaires, tu fais pas, un jour tu fais les poissons, un jour tu fais les papillons, je sais pas, tu fais quand même de l'inventaire. Donc c'est des tâches qui sont assez répétitives. Donc ça, il faut y faire attention. Je sais pas, il faut pas avoir peur d'être sur un ordinateur une grande partie de la journée, parce que voilà, il faut s'occuper de bases de données. Donc c'est vrai que si par exemple une personne est plus intéressée dans le côté exposition, c'est mieux de s'intéresser à la muséographie, qui du coup est en fait vraiment corrélée à chercher ce qui sera intéressant à mettre dans une exposition. Après, ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, dans le musée, tout le monde travaille avec tout le monde. Donc en fait, le muséographe aura besoin des conservateurs pour savoir scientifiquement ce qui est bien ou pas, quelles collections ils peuvent utiliser. Le conservateur, il va travailler avec le muséographe. Ils vont travailler avec les médiateurs culturels pour voir quelles collections ils peuvent utiliser pour la pédagogie. Donc voilà, en fait, ça reste un tout, mais plein de métiers différents. Voilà. Après, les trucs que j'ai pas dit, il y a des gens qui s'occupent de la com, super important, sur les réseaux sociaux, les affiches. D'ailleurs, pour les affiches, ils ont des graphistes, ce qui est super chouette. En fait, même si des gens ont plusieurs compétences, ils laissent quand même en fait chacun avoir sa grosse compétence principale pour vraiment permettre en fait à tout le monde de donner le meilleur de soi-même en fait dans le musée quoi. C'est un vrai ensemble. D'accord.
Et par rapport à ce stage, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que cela implique en fait, les bons côtés, les mauvais côtés, peut-être des choses qui t'ont choqué ou des choses qui étaient en contraste avec ce que tu pensais par exemple? Euh, dans les choses bien, je vais commencer par ça parce que c'est pas trop difficile. Je dirais que voilà, le fait d'être proche des spécimens, comme j'ai dit plus tôt, voilà, voir des trucs assez rares, c'est génial. Ça peut quand même aider plein de gens. Puis voilà, le côté esthétique, le côté pédagogique, c'est super. Le fait de travailler avec plein de gens et tous les différents métiers, c'est trop bien. Euh, et après, pour les mauvais côtés, bah, comme je disais, c'est vraiment le fait de faire des tâches répétitives. Si on a du mal en fait avec les habitudes et tout, c'est quand même compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, moi j'aimé beaucoup de choses, alors c'est pas très objectif. Mais Est-ce qu'il y a quelque chose qui était vraiment en contraste avec ce que tu pensais ou c'était vraiment ce que toi tu t'imaginais en tant qu'expérience de stage? on va dire que la chose qui a contrasté, c'était le fait de me rendre compte que en fait le conservateur faisait pas tout dans un musée parce que malgré mes recherches quand même j'avais pas autant conscience qu'il y avait des métiers aussi différents parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très polyvalent donc j'aimerais faire tout mais c'est pas possible. Euh, mais sinon après ça reste quand même assez cohérent avec ce qu'on voit, il n'y a pas trop de trucs choquants. Après je dirais dans les mauvais côtés, enfin je sais pas, enfin faut pas avoir peur de voir des trucs morts et tout hein, enfin, parce que les squelettes, ou je sais pas, les chats empaillés, c'est un peu mignon, mais il y a des trucs moins mignons, quoi. Genre des fœtus, de trucs, dans de l'alcool. Enfin, faut pas avoir peur, quoi, on va dire. Mais bon, ça dépend des goûts de chacun, ça, après. Après, il y a cette dimension aussi dans un musée qu'il faut prendre en compte. Il faut s'attendre à voir des choses qui ne sont pas vivantes. Oui, oui, oui. C'est ça, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, même en biologie, parce que, voilà, faut pas croire qu'en bio, tout le monde aime bien. Les musées, ils sont naturels. Donc ouais, faut quand même se mettre dans la tête qu'on va voir des trucs pas ouf. Après, il faut aussi se dire qu'il y a des musées où, comme je disais, il y a des taxidermistes. Donc potentiellement, vous allez passer dans la salle du taxidermiste avec littéralement des trucs qui sont en train d'être faits. Donc faut pas avoir peur des trucs comme ça. Puis ouais, comme je disais, moi pendant mes tâches, j'ai fait le tri de la salle des dons, donc les choses qui ont été données par les gens. On a vu des choses parfois étrange, mais ça, je peux pas vous le dire. Mais donc voilà, faut pas avoir peur des trucs un peu spéciaux. Du coup, en résumé, il y a eu ce côté quand même très professionnalisant et rassurant de ce stage, c'est ça? Est-ce que tu pourrais résumer du coup un peu ton expérience en quelques mots? Est-ce que c'était rassurant? C'était professionnalisant pour toi? Important aussi également? Oui, bah du coup, c'est vrai que enfin, ça a été très important pour moi en fait de me rendre compte de, on va dire, cette vocation que j'ai eue. Est-ce que c'est juste un truc qui va me passer ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie? Et j'ai été hyper rassurée par toutes les personnes qui travaillaient là-bas, que j'ai vraiment pu comprendre à quel point c'était super chouette. Euh, donc ouais, super professionnalisant parce que j'étais carrément dans le métier. Donc ça c'est super chouette, surtout là je le dis pour vous les L2. En L3 c'est peut-être plus compliqué de faire un stage professionnalisant parce que il y a quand même un poster à faire et parfois c'est plus simple d'avoir des données. Enfin ils le font un peu en mode c'est plus simple en faisant de la recherche parce que tu as des données donc tu peux faire un poster scientifique comme avec un article scientifique et tout. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire un stage professionnalisant, mais on va dire que vous êtes beaucoup plus libre en fait sur ce que vous voulez faire. Enfin moi en fait j'avais pas de sujet de stage donc en fait je pouvais faire absolument tout ce que je voulais, aller où je voulais. Donc il y avait quand même plus de liberté. Donc je dirais que ça c'est quand même un des trucs chouettes de faire son stage avant un stage obligatoire. Et donc voilà, j'ai appris plein de choses, hein, c'était fantastique. Du coup, juste avant de finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens justement pour simplement les aider à créer leur réseau et également, dans un premier temps, premièrement, trouver son stage? Du coup, en fait, pour moi,
Ok, avoir un CV rempli, c'est cool, mais le problème c'est qu'à notre âge, on n'a pas forcément tous la possibilité d'avoir un CV voilà, rempli de trucs. Donc moi, c'est vrai que j'ai essayé de beaucoup en fait agrémenter mon LinkedIn avec des choses que je fais. Juste, je sais pas, même aller dans des musées naturels, quand j'y vais, je poste un post en mode ouais, je suis allée dans tel musée, j'ai bien aimé ça. Et aussi les choses que je faisais à côté, quand je fais beaucoup de naturalisation, bah, j'ai montré que je faisais ça, des idées de je sais pas, de sculpture en rapport avec la muséologie, je postais ça. Parce que du coup, en fait, ça permet aux personnes qui pourraient recruter de voir concrètement en fait ce que vous pouvez faire et ce que vous savez faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, pour trouver un endroit où faire un stage, au-delà des musées ou quoi que ce soit, moi, il y a une technique que je trouve très bien. C'est en fait lire des articles scientifiques sur des sujets qui vous intéressent en cherchant peut-être des Français ou à l'étranger, ça dépend où vous voulez aller. Et en fait, en voyant si ça vous intéresse ou pas, vous pouvez contacter en fait. Je vais redire. Vous pouvez contacter en fait la personne qui a écrit cet article scientifique en cherchant son adresse mail et tout, et voire même en fait l'ajouter sur LinkedIn. Parce que moi j'ai pas mal fonctionné comme ça. En fait, vous pouvez ajouter des gens sur LinkedIn, mais en envoyant un message avec, juste en disant bonjour, je suis intéressée par vos recherches, tout ça. Est-ce que je pourrais avoir votre adresse mail pour vous envoyer un CV, tout ça, parce que j'aimerais bien faire un stage avec vous. Et en fait, comme déjà ils peuvent voir ce que vous avez posté sur votre LinkedIn, ils peuvent voir si vous êtes intéressant ou pas. Et en général, en tout cas, de mon point de vue, ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. Et puis ensuite, je sais que ça peut être frustrant, mais prendre un nom, c'est pas grave en fait. Faut pas se miner, se dire ah, ils ont dit non, ça ira pas. Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller, où vous pouvez demander. N'hésitez pas à demander à vos professeurs, vraiment développer votre réseau. Et n'hésitez pas à aller au culot, sans être. Faut pas faire n'importe quoi non plus, mais en restant respectueux. Et puis juste, bah voilà, tester des choses. Et puis si on vous dit non, bah c'est pas grave, vous retenterez la prochaine fois. Donc il faut persévérer. Ouais, en gros. Pour moi, faut vraiment pas avoir peur de prendre des refus parce que c'est ça qui va miner. C'est sûr que ça fait mal un peu, mais c'est pas grave. Il y a tellement de personnes, tellement de chercheurs, tellement de personnes dans les musées, dans plein d'endroits, dans des parcs et tout, qui en fait pourraient vous prendre. Donc vous pouvez juste tester plein de trucs et puis ça peut être une bonne opportunité de chercher ce que vous aimez ou pas. Donc voilà. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup à Violette pour cette interview. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le TikTok de Violette qui est dans la description, ou tout simplement en scannant le QR code qui s'affiche en ce moment même. Et elle publie toutes sortes de vidéos sur la biologie, et même plus de détails sur son stage. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et on vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.